technique où on n'aura pas beaucoup d'assurance. Mais bon, ça fait partie du jeu et si on n'essaye pas de nouvelles choses, on ne pourra pas aller assez bien de l'avant. Donc pour information, les personnes qui sont dans le chat, nous ne vous entendons pas. Pour avoir des retours, il va falloir soit écrire dans le chat, soit nous faire des signes. Donc je veux bien que vous me fassiez un signe là pour savoir si vous me voyez bien. C'est bien le cas et tout à l'heure vous allez pouvoir sûrement voir sur l'écran les personnes en présentiel. Toutes les personnes qui sont là, pour information, il y a des gens de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg, de Genève, de Paris, d'Aix-en-Provence, etc. Et je vous laisse leur faire un coucou depuis mon écran. Vous pouvez faire aussi un coucou depuis le mien. Ah oui, bah on vous voit aussi là, donc c'est si vous voulez. Donc bienvenue dans cette conférence atelier sur transformer les modèles mentaux pour mobiliser le collectif. C'est une conférence qui est organisée par le Cercle Transition écologique et managériale du MEM 21. Et nous, en fait, dans le Cercle, on a une manière de faire des réunions, d'être ensemble qui est assez importante pour nous. On essaye d'être en présence, ça veut dire d'être bien présent à soi et aux autres. Et on va commencer comme ça, cette conférence atelier, avant que je vous explique ce qu'on va voir, qui sont les intervenants, ce dont on va parler. La première chose qu'on va faire, c'est pour les personnes en présentiel de vous tourner vers vos voisins et voisines. Et pour les personnes en ligne, vous serez répartis dans des salles, en binôme ou en trinôme si vous tombez sur le groupe de trinôme. Et vous allez pouvoir répondre à 2 questions en 5 minutes. Comment est-ce que je me sens, là maintenant? Et seconde question, avec quoi je viens? C'est quoi mes intentions, mes envies en venant ici? Donc vous aurez 5 minutes en tout, et l'idée c'est de faire au moins 2 minutes d'expression pleine par personne, donc sans interrompre la parole. Si vous êtes 3, bah, vous ajustez le temps en fonction. Sandrine, Jérémy, vous pouvez parler tous les deux si vous voulez. Est-ce que les consignes sont bien claires? Vous pouvez faire oui si c'est le cas. Super, bah, Karine, je te laisse lancer la technique. Et vous pouvez vous retourner vers vos voisins, vas-y. Gilles.
Et Gilles, tu peux remettre la position avec le micro principal. Ça y est. C'est ça. Et la vue des slides. Alors comment c'était ce petit moment là, comment si physiquement, parce que je peux pas tout voir avec des signes, est-ce que ça vous a fait de faire ce petit moment? Je vois des pouces à l'intérieur, je vois des pouces en ligne, on est tous comme ça, c'est super, je pense qu'on va pouvoir bien commencer. Alors on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, on a un format un peu particulier pour deux raisons. Déjà, il est hybride, donc on a des personnes en ligne, des personnes en présentiel. Je vous demande encore une fois, techniquement, on est encore en train d'essayer plein de choses, donc on va avancer, mais ça devrait bien se passer. Deuxième chose, pourquoi cet atelier est un peu plus particulier, c'est parce que on a voulu faire ça en format plus interactif, donc sous un format de conférence-atelier. Ça va se passer en 3 étapes principales. La première, on est en train de la faire, c'est l'introduction. La seconde partie, c'est une partie d'intervention dans laquelle Jérémy et Sandrine interviendront. Et la troisième, c'est une partie d'interaction dans laquelle vous allez pouvoir être en groupe, encore une fois. C'est pour ça qu'on a déjà commencé à vous faire interagir entre vous et pouvoir échanger entre vous. Voilà, j'ai eu plein d'inspiration dans cette intervention. Qu'est-ce que moi ça m'apporte et comment je vais pouvoir embarquer ça chez moi? Petit mot d'introduction avant ça sur qui on est et pourquoi est-ce qu'on organise ça. Nous sommes le cercle Transition Managériale Écologique du MEUM 21. Cercle Transition Managériale Écologique, c'est un cercle de l'organisation MEUM 21 qui a pour but d'inspirer, d'expérimenter et de partager, d'essaimer sur tous les nouveaux modes d'organisation et de management qui arrivent dans ce siècle et dont on a besoin. Et nous, au sein du cercle Transition Managériale Écologique, on se pose la question de comment est-ce que la transition managériale peut servir la transition écologique. Je te laisse avancer, Gilles, sur la slide suivante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 2 invitations et une permission pour vous. Pour information, les slides elles sont visibles sur l'écran de Gilles. S'il y en a qui se demandent, donc je vous invite déjà à mettre l'écran de Gilles en principal, c'est sur cet écran que vous verrez toutes les slides. Mes 2 invitations, c'est d'une part de prendre de quoi noter, que vous soyez en présentiel ou en ligne, et de noter tout au long de la conférence et l'atelier vos pépites. Une pépite, c'est quoi? C'est un moment quand il y a une phrase où vous vous êtes dit « Waouh, ça me parle et j'ai envie d'embarquer ça avec moi ». Notez-les et à la fin de la conférence, on va pouvoir faire un tour des pépites et on verra tout ce qui vous aura marqué. La seconde invitation, c'est de vous mettre dans une posture dans laquelle vous vous connectez à vous en fait, à vos besoins. À quoi ça va me servir, en quoi ce qui est partagé là maintenant, ça a un écho dans les organisations dans lesquelles je suis ou dans les collectifs dans lesquels je suis. C'est vraiment pour ça qu'on veut faire les choses. Et enfin, il y a une information, une permission qu'on vous demande, c'est que cette conférence sera enregistrée. Donc si ça ne vous intéresse pas de passer à l'écran, vous pouvez couper votre caméra et puis en présentiel nous dire mais en dehors du champ de la caméra ici. Voilà. Est-ce que tout est clair déjà à ce niveau-là pour vous? Super, on va pouvoir passer à la suite. Dans le vif du sujet, tu peux avancer d'une slide, Gilles, de se demander pourquoi cette conférence et qui sont nos intervenants. L'intention du cercle Transition écologique au service de la transition managériale, c'est d'être moteur dans la transition des organisations au service du vivant. Et qui dit transition dit changement. Mais quand on fait des changements, oui, on est toujours confronté par moments à des freins. Pourquoi changer puisque tout peut paraître de fonctionner très bien avant. Et en fait, au-delà de la question des opinions qu'on va pouvoir avoir, il y a un point qui va être très important, c'est la manière même dont le cerveau va fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'inviter Jérémy Dumont d'abord, qui nous a fait venir une seconde intervenante. On est très heureux de l'avoir, Sandrine Hiverne. Alors Jérémy, tu es planner stratégique, designer et animateur de communauté. Cette question-là de comment notre logiciel fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, tu l'appliques dans le design, tu peux l'appliquer aussi en étant animateur et cofondateur d'une communauté qui s'appelle Nous sommes vivants.
Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, soit sur ton parcours ou tes activités actuelles? Donc mon parcours, moi j'ai plusieurs années dans le planning stratégique dans la communication. Un planning stratégique, c'est la voix du consommateur dans l'agence, en interaction avec un responsable de communication, un responsable marketing. Donc le sujet de l'humain, du consommateur, du rapport à la société, donc c'est un sujet qui me passionne et j'en ai fait mon métier. Ensuite, j'ai fait un master en innovation et transformation avec comme sujet comment impliquer les collaborateurs dans la transformation de l'entreprise pour délivrer une expérience client excellente. Et ce master, c'était un moment pour moi de pause parce que je me suis retrouvé à gérer des projets innovants et aussi à gérer de l'humain dans des projets. Et mon école de commerce ne m'avait pas appris ça. Et je suis allé donc à Centrale, qui à Paris est assez en pointe sur les sujets de l'humain. Une école d'ingénieurs, c'est un sujet qui les intéresse. Et donc j'ai appris à mobiliser les collaborateurs, à travailler en intelligence collective sur des projets. Et j'ai fait un travail sur moi-même pour passer d'une posture d'expert à une posture de facilitateur, travail qui est toujours en cours. Et là récemment, donc, j'ai rejoint Humans Matter, qui est une entreprise de design cognitif. Donc notre métier, c'est la rencontre entre le design centré usager pour déployer des solutions utiles au monde et les sciences de la cognition, dont on va parler aujourd'hui en particulier, et on applique ça dans le champ du travail, avec par exemple des formations managériales. On applique ça dans le champ de la santé avec des applications et des jeux qui permettent l'entraînement cognitif, et on fait ça aussi dans le monde de l'éducation avec des techniques d'apprentissage, apprendre à apprendre, désapprendre pour apprendre, la transmission de la connaissance. Donc moi je suis passionné, je suis très heureux d'avoir rejoint Humans Matter. Et voilà, ensuite sinon il y a maintenant 1 an, j'ai créé Nous sommes vivants dans l'idée de faire croiser les personnes qui travaillent dans l'innovation et les personnes qui travaillent dans la transformation. Donc d'un côté on va avoir des designers, de l'autre côté on va avoir des coachs d'organisation par exemple, sur les enjeux de l'écologie dans les entreprises. Donc la transition écologique, il y a pas mal de gens qui sont vraiment excellents dans ce qu'ils font et on voit des résultats dans les collectivités locales. Dans les entreprises en particulier, si elles sont cotées ou d'une certaine taille, la transition écologique est un sacré challenge. Et à la sortie du premier confinement, j'ai eu envie de réunir cet écosystème-là et de les inciter, comme MOM21, comme vous le faites, à échanger entre eux pour développer des nouveaux outils, développer des nouvelles approches, partager entre eux et trouver des terrains d'expérimentation. Et l'idée qui m'avait animé à ce moment-là, c'est le monde a besoin d'idées. Je peux pas vous en dire plus, c'est ce qui m'est venu comme ça. Moi, je marchais avec un ami dans la rue, Christophe Calabert, et je me suis dit oui, il y a plein de choses qui se font, oui, il y a plein de solutions, mais je pense qu'on peut être encore un peu plus créatif. Donc, merci pour ton intervention, Jérémy. Et donc on a aussi Sandrine qui est là. Alors Sandrine, c'est un pendant plus scientifique. Tu es chercheuse. À la base, tu as travaillé pendant plus de 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, comme chercheuse, avant de rentrer dans le monde des conseils pour pouvoir encore plus l'appliquer directement auprès de Humans Matter. Est-ce que tu veux préciser un peu plus ton parcours ou corriger si j'ai dit une bêtise? T'as pas du tout dit de bêtises, bonsoir à tous. Donc effectivement, Sandrine Duverne, chercheuse pendant une quinzaine d'années pour préciser dans les laboratoires publics. Donc les laboratoires publics en France, c'était des laboratoires CNRS, INSERM, mais également aux États-Unis, dans des grandes institutions. C'est vrai que j'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années en me spécialisant sur différents volets de la cognition humaine, des grandes thématiques telles que la prise de décision, les capacités d'adaptation, les capacités de mémoire, et comment ça évolue avec l'âge, chez nous tous, les tout venants, et notamment dans les grands âges.
Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai fait un switch, comme on est tous amenés à en faire de plus en plus dans les carrières, pour passer dans le consulting. Alors d'abord en indépendante, et puis plus récemment, j'ai intégré effectivement Humans Matter, et j'en suis ravie également. Et j'avoue que je suis ravie de travailler avec Jérémy Dumont. Et on travaille sur des grandes problématiques, enfin de mon point de vue, je pense qu'on les partage. Alors, il y a 3 volets que Jérémy a déjà évoqués. La formation, l'éducation au sens plus large du terme. C'est vrai qu'on cible beaucoup les adultes, donc la formation professionnelle. Le travail, comment justement la formation peut venir accompagner les challenges que l'on rencontre dans le travail. Alors le travail au sens très large du terme. Et c'est vrai que l'on va retrouver les problématiques de management, dont je crois que vous êtes très friands. Et enfin, un 3e grand volet, la santé. Et en l'occurrence, en ce moment, au sein de Humans Matter, on est en train de développer des programmes qui prennent la forme d'une campagne pour sensibiliser tout le public les publics concernés sur les enjeux de prendre en compte la santé, notamment la santé mentale, dans le cadre du travail. Et notamment, en ce qui me concerne, moi je fais une contribution sur la formation. Donc c'est vrai que je travaille au sein de Humans Matter sur des problématiques de formation et comment on peut s'appuyer sur les avancées en sciences cognitives et en neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau, pour aider non seulement les apprenants à mieux apprendre, à gérer leur charge mentale dans le cadre des apprentissages, dans le cadre de leur métier, et on essaie de fournir aux professionnels de la formation les outils, les techniques pour encore mieux accompagner les apprenants dans ces situations d'apprentissage. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va discuter un peu de cerveau pour aborder les problématiques de management et notamment dans les problématiques de transition au sein des entreprises. Et donc pour commencer, parlons de cerveau. Il y a déjà un élément qui est présent dans le titre de la conférence qui est un modèle mental. Est-ce que Jérémy, tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi un modèle mental ? On va laisser Sandrine plutôt s'exprimer sur cette première question. Présente. Ok, alors je vais vous donner une réponse qui est très scientifique, et je dirais même plus neuroscientifique. Je suis très spécialisée sur le cerveau. Donc du point de vue neuroscientifique, les modèles mentaux sont... Bon, alors, pardon, excusez-moi, je prends un peu plus de hauteur. Du point de vue des sciences cognitives, les modèles mentaux concernent les représentations que l'on se fait du monde et de notre manière d'interagir avec le monde. Donc ça concerne aussi bien la perception que l'on a du monde que les possibilités d'agir sur ce monde. Donc le modèle mental est une représentation très globale et à la fois spécifique, des spécificités de l'environnement et comment on va pouvoir agir sur cet environnement. Donc ce sont des représentations de nos capacités d'agir en fonction de ce que l'on perçoit. Et je peux enchaîner sur la présentation un petit peu de la problématique. Pourquoi c'est intéressant de s'interroger sur la transformation des modèles mentaux pour mobiliser le collectif ? Il y a plusieurs façons de voir les transitions. La transition écologique, on peut se dire que c'est finalement une question de CO2. On peut se dire que c'est un peu comme la transformation digitale, c'est de la technologie. Eh bien non, c'est de l'humain. Et ce qui se passe dans les transitions, c'est que ça nous demande d'investir des champs nouveaux. Et l'humain, dans des champs nouveaux, a des difficultés finalement à changer, à évoluer. Et ces transitions que l'on vit actuellement, c'est presque darwinien. On doit passer à un nouveau stade d'évolution. Et si on demande aujourd'hui, en tout cas aux Français, s'ils ont conscience des enjeux environnementaux, et moi je rajouterais écologiques, ils vont dire oui. Mais ce qui est difficile ensuite, c'est le passage à l'acte et c'est de réussir. Et qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de modifier nos comportements, d'adopter des nouveaux comportements, c'est qu'on a tendance à percevoir le monde, agir et interagir avec des modèles mentaux on peut dire qui sont peut-être un peu datés. Alors datés, c'est par rapport à la transition écologique, quand même, on se dit que ça a au
moins commencé dans les années 70, quoi. Bon, donc ça fait quand même presque 50 ans. Hein. Mais peut-être que quand même, on convoque des modèles mentaux anciens qui ne sont peut-être pas adaptés au challenge du monde à venir. Et le véritable enjeu de cette mobilisation du collectif, et là je pense aux managers, je pense aux collaborateurs et je pense aux parties prenantes, c'est en fait un enjeu d'actualisation des modèles mentaux, en capitalisant sur nos connaissances. Et si on capitalise sur nos connaissances pour enrichir, mettre à jour un petit peu comme un logiciel nos modèles mentaux, il est possible qu'on évite certaines erreurs d'interprétation et en tout cas il est encore plus possible qu'on parvienne collectivement à identifier d'autres solutions. Et c'est pour ça que Sandrine et moi on a planché sur le sujet pour vous aujourd'hui, et c'est ça qui nous anime et qu'on a envie de partager avec vous. J'ai une citation de Donella Meadows, To bring our world towards sustainability, we need to take different kinds of steps which require different kinds of knowledge, talent, skill and work. Et j'ajouterai à ça peut-être de nouveaux modèles mentaux. Sandrine m'a aidé à un petit peu apporter de piment ce soir avec cette question finalement qui peut-être nous taraude. Faut-il vraiment un choc pour pouvoir transformer durablement l'entreprise ? Bon, on pense tout de suite à Kodak, hein, voilà, ils n'ont pas réussi à prendre un tournant, ils avaient une vision de leur marché, de leur activité, de leur rapport, qui à un moment donné s'est retrouvé out of date, quoi. Voilà. Plus récemment, je pense aussi le français qui a vécu des mouvements en interne, ils se sont confrontés à des choses qui n'étaient pas simples, et très récemment Facebook qui change, l'entreprise Facebook qui change de nom, effectivement on peut se dire que ce sont des moments propices pour intervenir dans l'entreprise et agir sur les modèles mentaux pour pouvoir transformer l'entreprise et peut-être la transformer durablement. En fait, ce qu'on aimerait partager avec vous, c'est que non. On peut actualiser nos représentations du monde, c'est-à-dire nos modèles mentaux. Et on peut le faire de manière collective. Et oui, effectivement, est-ce que c'est du wishful thinking? On verra, vous nous direz. En tout cas, moi, chez Humans Matter, il y a une vingtaine de chercheurs qui sont dans l'entreprise. Je compte sur eux pour nous aiguiller avec leurs sciences et leurs expérimentations. On travaille avec l'Institut du cerveau. Voilà, j'ai confiance en nous pour arriver à tacler ce challenge, et j'ai confiance en vous pour nous poser les bons challenges, les bonnes questions, et peut-être mener des expérimentations ensemble. On a prévu cette intervention un peu, un peu professorale malgré tout, parce qu'on a des slides en trois parties. Je vais commencer par vous expliquer comment moi je parle d'un modèle mental. C'est quoi un modèle mental? Ensuite, on s'est amusé à faire les limites des modèles mentaux, en quoi ils nous servent, en quoi peut-être ils nous desservent. Et ensuite, moi j'ai beaucoup aimé une intervention de Sandrine sur la transformation des modèles mentaux. Et effectivement, elle nous apportera sa science, sa connaissance sur ça, et comment transformer les modèles mentaux. C'est quand même la question qui nous anime ce soir. Ça viendra en troisième partie assez rapidement, dans 15 minutes peut-être. Donc un modèle mental, Sandrine a commencé à vous en parler, c'est une représentation de la réalité. En fait, dans notre cerveau, il y a des représentations des images, des représentations mentales du réel qui permettent de simuler son fonctionnement. Et on fait ça dans la perspective d'une prise de décision, dans la perspective d'une résolution d'un problème, ou aussi pour donner du sens à ce qu'on vit. Et là-dessus, il y a pas mal de littérature de Kenneth Craig, The Nature of Exploration. C'est en tout cas les fondements de cette école de pensée. Un modèle mental permet de comprendre et anticiper le réel.
Donc c'est ça son utilité. Il y a une image là de quelqu'un qui fait la cuisine, histoire d'avoir un exemple qui illustre un peu ce qu'on veut dire par permet de comprendre et anticiper le réel. Je pense qu'on s'est tous projetés dans le résultat final d'une recette. On a l'image mentale de à quoi ça va ressembler, et on ajuste cette image mentale en fonction de ce qu'on a dans le frigo. Le modèle mental, c'est un peu ça. En tout cas, un modèle mental, si on doit vraiment se poser en se disant c'est quoi un modèle mental, ça répond essentiellement à deux questions fondamentales. Comment cela fonctionne et pourquoi cela fonctionne ainsi. J'aimerais vous poser, vous demander si vous avez des exemples là de modèles mentaux, peut-être dans le chat aussi quelques. Est-ce que vous avez en tête quelques modèles mentaux? J'en ai un. Par exemple, on vient à Paris en voiture. Donc, après des années de fonctionnement, sauf si on vient en train, bien sûr, mais si on a décidé de venir en voiture, on a pris l'habitude de venir par les autoroutes. Donc, on ne se pose même pas la question. On fait Waze, si on veut savoir où on va atterrir dans Paris, et ma poule, tout est marqué sur l'écran, voilà. Et en fait, pour différentes raisons, j'étais amenée à bifurquer et à prendre les petites routes. Et en fait, c'était vraiment beaucoup plus agréable. Et dire que ça fait des années qu'on prend tout le temps l'autoroute sans plus poser la question. Et voilà, je pense que j'ai bon. Oui, je pense que le modèle mental que vous avez la gentillesse de nous partager, c'est le modèle mental de la ville avec les autoroutes. Et vous avez, à travers votre expérience, développé un autre modèle mental, des petites routes qui nous font peut-être cheminer, mais qui des fois nous font arriver plus tôt. Et de fait, j'ai pris une fois un autre chemin. J'ai fait une expérience d'un autre chemin finalement. Maintenant, je suis en mesure de me dire, la prochaine fois, regarde quand même par les petites routes, au lieu automatiquement, dans tes automatismes, de prendre l'autoroute systématiquement. On va revenir sur cette notion d'automatisme. Ouais. Alors avant ça, je transmets les réponses du chat. Alors. Il y a Christelle qui nous parle du management, Gaël qui parle du fonctionnement de sa voiture, Karine des marques, Christelle qui nous parle du fonctionnement de son mari. Je transmets qu'il y a beaucoup de rire dans la salle. Gaël qui nous parle du circuit de chauffage de la maison, et Elise qui nous parle de prendre une décision en pesant le pour et le contre. Toutes ces réponses-là sont assez justes, effectivement. Si on prend le chauffage, effectivement, c'est un modèle mental. Le chauffage d'un appartement ou d'un immeuble, on va se demander comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne ainsi. Et on va le représenter mentalement. Par exemple, le chauffage par le sol, on a une image mentale de chauffage par le sol. Le théorème de Pythagore, c'est pour moi aussi un modèle mental. La gravité, c'est un modèle mental. Est-ce que tu en as, toi, des exemples de modèles mentaux? Oui, là, immédiatement, j'ai un modèle mental de la situation qui est assez original pour autant, puisqu'on fait une combinaison de plusieurs modèles mentaux. D'ailleurs, c'est justement un des exercices de comment on peut combiner aussi des modèles mentaux pour les transformer potentiellement et comment le faire de manière collective. Alors, un peu plus concrètement, là, je viens de vous donner quelque chose de très très global. Concrètement, les deux modèles mentaux qu'on est en train de combiner là tout de suite, c'est un format de présentation en présentiel, on va dire traditionnel et classique, avec effectivement même un côté un petit peu professoral sur les slides, les diapos. Et deuxième modèle mental qu'on est en train de combiner, c'est ce format à distanciel, où on a donc des participants qui interviennent par l'intermédiaire de notre cher animateur pour nous transmettre les messages les plus que tu sélectionnes. Bon, alors, somme toute, on est en train d'utiliser deux modèles mentaux sur deux types de manières de présenter et d'interagir avec du public. C'est assez inédit, on est en train d'expérimenter des nouvelles mentaux de présentation hybride. Et c'est sympa parce qu'on le fait au niveau collectif. Et je crois que c'est précisément l'enjeu de notre intervention aujourd'hui.
Donc, ce qui est intéressant dans les modèles mentaux, c'est qu'ils ne sont pas basés sur des faits, mais ils sont basés sur des croyances. C'est-à-dire ce que nous savons ou pensons savoir. Et effectivement, quand on est dans une période là, effectivement, d'innovation, ce que nous savons ou pensons savoir est un peu remis en cause. Alors toutefois, bon, c'est des croyances et c'est pas des faits, mais c'est étroitement relié à la réalité, parce qu'en fonction des prises de décision et des retours que nous avons par rapport aux décisions que nous avons prises, nous allons donc les actualiser. Et quand on parle de croyances et non pas de faits, ça veut dire que finalement c'est la connaissance de chacun de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée, dans un contexte donné, qui va forger ces modèles mentaux. Donc les modèles mentaux sont essentiellement individuels, c'est-à-dire que différentes personnes vont construire différents modèles mentaux dans une même situation. Si on se place maintenant au niveau collectif, en fait, cette connaissance passe au niveau de la culture d'un groupe, la culture d'un pays, et c'est donc le fruit d'une connaissance collective. Et cette connaissance collective peut s'incarne dans des modèles mentaux collectifs. Je vais passer aux limites des modèles mentaux, c'est là où effectivement ça devient un peu croustillant. Tout à l'heure on parlait d'actualisation, d'automatisme. Et effectivement, c'est ça qui est en jeu. En fait, il y a une prédominance de nos premiers modèles mentaux, c'est-à-dire, depuis le plus jeune âge, on va construire des modèles mentaux des situations que l'on vit et que l'on revit. Et ce qu'il se passe, c'est que ces modèles mentaux vont s'activer automatiquement par défaut. Ça demande un effort supplémentaire de ne pas les activer par défaut. Donc tout à l'heure, votre exemple sur la voiture, cette représentation mentale de la ville pour la voiture, effectivement, vous l'avez assez justement dit, c'était un automatisme. Et ça vous a demandé de sortir des sentiers battus, pour le coup, de l'autoroute, pour revoir votre carte mentale de la ville par rapport à votre situation qui est le transport. Et c'est là où je parlais tout à l'heure d'évolution, parce que en fait c'est grâce à l'apprentissage que nos modèles mentaux peuvent s'enrichir, et c'est en s'enrichissant de nos expériences, de nos connaissances, de nos partages, qu'on va pouvoir corriger les erreurs et imaginer d'autres solutions. Alors, il y a effectivement cette activation par défaut, ces automatismes, et il y a le fait que ces modèles mentaux sont profondément identitaires, et c'est pour ça qu'ils sont difficiles à changer. Nos modèles mentaux, c'est le fruit de notre vie, de notre regard sur le monde, du sens qu'on donne aux choses. Donc c'est en grande partie nous, et le rôle l'image que l'on fait de nous, notre rôle, notre rapport au monde. Donc en changer, c'est comme changer de vie, quoi. Et on change de vie, on l'a vu tout à l'heure, qu'on était un peu des switchers, on est carrément des switchers, et qu'on a plusieurs vies, mais c'est quelque chose quand même qui reste compliqué. Et aussi changer de modèle mental, ça veut dire basculer un peu dans un inconnu, c'est-à-dire on sait ce qui fait notre succès jusqu'à présent. On ne sait pas automatique, enfin on ne sait, il y a pas de, c'est compliqué comme d'abandonner quelque chose qui fait notre succès pour passer à quelque chose dont on ne sait pas si ça fera notre succès, mais ça vaut le coup de tenter, quoi. Et donc c'est pour ça que voilà, changer de mental, c'est aussi compliqué que changer de vie. Au niveau de l'entreprise, ce que je disais là à un niveau individuel a lieu au niveau de l'entreprise. Les mythes de l'entreprise sont les modèles mentaux du collectif. Et l'entreprise regarde le monde à travers un filtre. Les managers, les collaborateurs se font une représentation mentale d'eux-mêmes, de leur interaction en interne et du monde externe. Et quand le collectif est engagé dans des modèles mentaux, en changer génère une résistance.
résistance au changement, mais comme on l'a vu tout à l'heure, résistance à abandonner sa propre identité, à abandonner son identité dans l'entreprise, abandonner son identité aussi par rapport aux autres, au monde. Et des personnes, des managers qui m'ont dit qu'ils avaient changé, souvent ils m'ont dit, enfin ça m'est arrivé en tout cas, au moins 3 fois que quelqu'un me dise j'ai changé. J'ai eu envie de changer et de m'engager en transition écologique parce que ma petite fille m'a posé une question. Il y a bien à ce moment-là un autre regard qui, pour le coup, s'est porté sur eux et qu'ils ont porté sur eux-mêmes, en dehors de l'entreprise, qui a fait que lorsqu'ils sont retournés dans l'entreprise, ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager avant qu'on passe à la dernière section avec Sandrine sur comment organiser tout ce bordel. Peut-être avant ça, je vais prendre une question du chat, oui. De la discussion, qui est de Corinne. Sa question c'est: le modèle mental est une représentation, une réalité. Peut-on dire que le modèle mental est une vision du monde avec des filtres? Oui, c'est une vision du monde. Alors, c'est une vision du monde avec un filtre. Je suis plus à l'aise de le dire au niveau de l'entreprise, que l'entreprise regarde le monde avec un filtre. Pour quelqu'un, un individu, je dirais qu'il porte un regard sur le monde chargé de son intentionnalité. Donc, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est notre intentionnalité. Et donc, c'est notre intentionnalité qui, quelque part, va orienter là où notre regard se porte. Et la vision, c'est là où on regarde, et c'est comment on regarde l'autre. Et elle est chargée de ce qu'on apporte. Tout à l'heure, l'exercice, c'était dans quelle humeur je viens et qu'est-ce que j'apporte. Ben, c'est une intentionnalité. Et donc, effectivement, les modèles mentaux, Corinne a bien résumé. Elle a pris quelques mots quand même dans la phrase, elle les a mis en bout à bout, mais ça fonctionne. Alors, absolument, si ce n'est que le terme réalité, je rajouterais une réalité subjective. Donc effectivement, c'est un filtre, ce sont en quelque sorte les lunettes de notre cerveau. Comment on regarde le monde, mais avec notre subjectivité, portée de nos croyances, portée de nos connaissances, des connaissances qui sont elles-mêmes sélectives, qui représentent notre vécu, notre expérience. Et c'est à travers ces lunettes que l'on regarde le monde et qui vont construire le modèle mental, nos modèles mentaux. Au demeurant, ça ne s'arrête pas là, c'est aussi notre capacité à agir sur le monde, qui est aussi une capacité extrêmement subjective. Pour le coup, un modèle mental qui repose sur la confiance sur ce que l'on perçoit, mais aussi sur nos capacités à agir sur le monde. Si notre modèle mental est empreint d'une confiance en notre capacité à agir sur le monde, ce modèle mental est porté et biaisé en quelque sorte par cette confiance que l'on a en soi-même de notre capacité d'agir. Et cette capacité d'agir va totalement colorer, teinter les lunettes par lesquelles on regarde le monde. Et voilà. Peut-être une autre idée qui n'est pas encore très mature dans ma tête, mais il y a 2 écoles de la cognition qui méritent vraiment que je les creuse. Mais il y a l'école traditionnelle qui postule que en fait, toutes nos actions viennent de l'esprit. Et on est très dans ce modèle mental-là, justement, que l'esprit gouverne nos actions. Et il y a une école plus récente, qui s'appelle pragmatique, qui, elle, est plutôt dans une coordination esprit-action, et qui postule que le cerveau, en fait, nous oriente dans un contexte de choix multiples. Et ce qui est intéressant dans un modèle mental, c'est qu'il ne nous enferme pas dans une seule solution. La plupart des modèles mentaux sont des représentations du réel qui nous permettent de résoudre des problèmes, mais les modèles mentaux les plus intéressants, si on prend Pythagore, il y a une seule réponse, quoi. Il y a d'autres modèles mentaux qui vont faire émerger plusieurs options d'action et qui vont nous aiguiller dans nos choix, et le cerveau va un peu être ce grand ordinateur qui va passer d'une action à l'autre. Donc ce qui est intéressant, je rebondissais donc là-dessus, c'était que les modèles mentaux peuvent décupler notre capacité d'agir.
en conscience. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du coup sur la notion de transformer les modèles mentaux en mobilisant le collectif? Plein de choses, mais j'ai fait une sélection. Parce qu'on a une limite de temps et que ça va contraindre notre modèle mental de la soirée. Mais ouais, alors j'ai quand même de bonnes nouvelles. Et effectivement, Jérémy il vient déjà de donner la couleur de ces bonnes nouvelles. C'est qu'effectivement, les modèles mentaux, on peut en utiliser plusieurs. Au niveau du cerveau, ça va même très vite. La manière de changer un modèle mental, elle est pour ainsi dire instantanée. Là, je viens de rajouter Jérémy vous a donné des premières informations. Ça a commencé à structurer un modèle mental qui prend la forme d'une connaissance. J'en rajoute, cela vient encore enrichir le modèle mental. Mais dès que vous sortez d'ici, potentiellement, vous allez déjà tout oublier. Ce qui serait une catastrophe, mais c'est aussi le principe du cerveau. C'est qu'il oublie éventuellement très rapidement. Et c'est bien ça le problème des modèles mentaux. C'est qu'en gros, on est en capacité d'en utiliser plusieurs, mais aussi on est en capacité de les oublier tout aussi vite. Et en revanche, il y en a certains dont on va se souvenir beaucoup. Ceux qui, justement, on est régulièrement reconfrontés à ces modèles mentaux. C'est précisément ce qui se passe dans des groupes. Lorsque l'on commence à avoir une croyance ou une connaissance partagée, elle va revenir, elle va se renforcer et au bout du compte, ça aboutira sur un modèle mental qui va commencer à vraiment se structurer et à s'ancrer dans du présent partagé avec le collectif. Donc, les modèles mentaux sont aussi bien une force pour s'adapter constamment, instantanément et mettre à jour des connaissances, mais à la fois, par la dynamique du cerveau, on est susceptible d'abandonner certains modèles mentaux et commencer à renforcer toujours les mêmes, surtout au niveau du collectif. C'était un petit peu les limites dont était en train de vous parler Jérémy, juste dans la partie précédente. D'où l'intérêt de descendre, de comprendre la mécanique du cerveau. Là, je viens de vous donner déjà quelques éléments. Si le cerveau fonctionne comme ça, alors on veut vraiment comprendre en finesse, sans rentrer dans tous les détails, mais en finesse quand même, quelle est sa dynamique pour comprendre comment on active de nouveaux modèles mentaux et comment on va les transformer durablement pour qu'ils s'inscrivent dans une dynamique. Et c'est précisément ça qui est en jeu lorsqu'on est au niveau du collectif. Le collectif va aussi bien nous aider à faire évoluer des modèles mentaux et à les structurer conjointement, ensemble. Mais attention, il faut faire très attention au revers de la médaille qui est qu'on peut aussi structurer des modèles mentaux par erreur. Donc, de se partir sur de mauvaises pistes et finalement d'opter sur ces pistes-là que l'on va restructurer encore et se renforcer. Juste pour un petit marche arrière, dans la précédente diapo, vous avez vu multitasking. La capacité à faire plusieurs tâches en même temps, quelque chose qui est très prégnant parfois dans les entreprises. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous qu'est-ce que ça active chez vous lorsque l'on parle de la capacité à faire plusieurs choses en même temps? Vous en pensez quoi? Valable pour les personnes présentes et ainsi que les personnes à distance. Je pense que c'est épuisant. Oui, si on essaie, oui, c'est vraiment épuisant. Effectivement, on va saturer la charge mentale. D'autres... On le fait tous, on le fait souvent en permanence, pour plein de choses. On essaie de le faire. Notre corps est multitâche. Ouais, du moins. Oui. C'est une croyance très forte que l'on a. Et c'est parfois alimenté par beaucoup de croyances, d'autres informations qu'on va retrouver dans les médias, mais aussi en entreprise. Surtout lorsqu'on est sursollicité, qu'on a des collègues qui arrivent, qui viennent nous demander de contribuer à plusieurs projets. Et on a tous espoir de oui, on peut le faire. Et effectivement, on peut le faire dans une certaine mesure. C'est-à-dire que lorsqu'on est très à l'aise dans réaliser certaines tâches, de faire certaines choses, on est tellement à l'aise qu'on le fait très très rapidement et en réalisant effectivement très peu d'erreurs. Et du coup, on va faire les choses extrêmement rapidement. En fait, on est en train de les faire les unes après les autres. Parce que notre cerveau, il peut pas se démultiplier. Il apporte son attention sur des éléments en particulier. Lorsque l'on fait des tâches très facilement, on le fait tellement rapidement qu'on a l'impression de faire plein de choses en même temps.
Écouter de la musique, faire le ménage en même temps, écrire des emails, tout en regardant qui est en train de faire quoi. Ça, tant qu'on est dans une zone de confort, oui, on peut faire beaucoup de choses rapidement et sans erreur, ce qui nous donne l'impression qu'on fait tout en même temps. Mais ce n'est pas du tout le cas en réalité. Le cerveau est en train de passer d'un élément à un autre. Donc dès qu'on sort de la zone de confort, et bien là, on est en zone de non-confort, et effectivement, c'est là où le cerveau va commencer à saturer à force d'activer différents modèles mentaux. Et ça... Juste un commentaire, Kat nous dit « Une réalité pour les mamans, un mythe en entreprise ». Voilà, exactement. Les mamans qui sont surentraînées à faire beaucoup de tâches, mais elles peuvent les gérer très rapidement. En entreprise, on est souvent challengé pour apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, donc on arrive à saturation. Ce qui nous amène effectivement à deux solutions que je vais vous présenter très brièvement maintenant. C'est d'une part, comment faire émerger de nouveaux modèles mentaux au sein d'une entreprise. Donc là, on vient d'amener en gros un petit peu le terrain qui prépare à ça. C'est précisément comment amener du terrain qui prépare à ça. Le challenge va être de faire émerger une nouvelle vision commune. On a la vision commune on peut faire plein de tâches en même temps. Si on veut challenger cette vision-là, parce qu'elle n'est pas tellement appropriée au niveau du cerveau, il va falloir construire une nouvelle vision commune. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent proposé. C'est une vision une proposition que l'on va retrouver dans plusieurs sciences, notamment les sciences cognitives, c'est vrai, mais aussi les sciences sociales et les sciences humaines de manière générale. Donc voilà ce que l'on peut tirer comme enseignement des neurosciences sur comment fonctionne le cerveau pour faire émerger une vision commune, une nouvelle vision commune. Et bien ce que l'on sait du cerveau, ce qu'abordait déjà tout à l'heure Jérémy, c'est que par défaut, on va actionner des modèles mentaux, ceux qui individuellement nous parlent le plus. S'il s'avère que c'est une vision qui est partagée avec l'entreprise, c'est celle-ci qui va émerger. Mais elle est avant tout individuelle et éventuellement partagée avec d'autres membres. Donc comment faire en sorte que cette première vision modèle mental que l'on active par défaut ne soit pas trop centrée sur soi, quelque chose qui est potentiellement renforcé par les autres, c'est de précisément essayer de penser aux autres. Et de penser au-delà de sa propre vision. Ce qui arrive en premier et ce qui va ce premier modèle mental que l'on actionne spontanément, il faut le challenger immédiatement. Comment on le challenge immédiatement? C'est en pensant aux autres. D'un point de vue individuel, c'est au lieu de penser à mon propre modèle mental, et bien de penser à celui de tout à l'heure. On avait l'exemple du mari. Comment fonctionne mon mari? Les enfants. Comment fonctionnent les enfants? Au niveau de l'entreprise, comment fonctionnent d'autres entreprises? En gros, c'est de se mettre à la place des autres. Au niveau du cerveau, dès que l'on fait ça, on est en train d'actionner des circuits dans le cerveau qui viennent challenger le modèle mental qui s'active par défaut. En gros, on est en train d'actionner dans le cerveau des modèles mentaux alternatifs. Et on le fait assez facilement du moment qu'on se dit « comment fait l'autre ? Qu'est-ce que pense l'autre ? Qu'est-ce qui se passe dans les autres entreprises ?» Donc ça, c'est première leçon à tirer. Elle paraît triviale, et la plupart d'entre nous le faisons déjà presque automatiquement, mais pas toujours, mais pas systématiquement, car par défaut, le cerveau, il va d'abord se fier à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon expérience, c'est-à-dire moi-même. Donc, pensez aux autres. Le deuxième point que je propose d'aborder, c'est de transformer l'entreprise en entrant dans le cœur du système. Alors là, attention, on a l'impression que ça va être un petit peu, effectivement, de mettre à nu, ou en tout cas de rentrer un petit peu dans des côtés très personnels de l'entreprise. En fait, effectivement, il va s'agir vraiment d'aller venir perturber un petit peu le système. Donc c'est de rentrer dans le système, mais pas pour juste, comme le disait Jérémy au tout début, pas pour créer du choc, pas pour venir ébranler les certitudes, mais pour venir faire avancer le système, pour faire en sorte que le système devienne apprenant. Donc on est vraiment dans la notion d'entreprise apprenante. Et typiquement, lorsqu'on est dans des modèles mentaux que l'on active soit par défaut, soit que l'on est rentré dans un modèle mental qui est très structuré au sein de l'entreprise, mais qui repose sur des fausses croyances,
ou des croyances qui ne sont plus d'actualité, eh bien on risque d'être dans un système qui repose justement sur des fausses croyances et qui n'arrive plus à apprendre, qui n'arrive plus à se mettre à jour. Donc comment rentrer dans le système pour que le système continue à apprendre de manière vertueuse? C'est de transformer les modèles mentaux en mettant en place des boucles d'apprentissage. Et c'est ce qui est représenté ici dans cette diapo, c'est que ces boucles d'apprentissage, pour qu'elles se mettent en œuvre et qu'elles continuent à tourner, qu'elles ne restent pas bloquées sur des modèles mentaux qui viendraient avec beaucoup de certitude s'imposer dans un système, eh bien c'est en fait de les challenger. Et pour ce faire, pour actionner ces boucles d'apprentissage, c'est d'être constamment en train de confronter les modèles mentaux par la perception et l'action. C'est pour ça que dans la définition de modèle mental, je mettais aussi bien en balance la perception de l'environnement que la capacité d'agir dans l'environnement. Donc s'il y a vraiment au moins 2 éléments qui sont essentiels sur la manière de mettre à jour des modèles mentaux par des boucles d'apprentissage, c'est d'être constamment en train de sélectionner des informations dans l'environnement et d'être en train de les challenger en agissant sur ces informations. Donc au moins 2 leviers, il y en a davantage, mais au moins les 2 leviers principaux, c'est de comprendre qu'est-ce que je suis en train de percevoir et comment je peux agir dessus. Posez-vous ces 2 questions-là. Qu'est-ce qui est en train d'influencer mon modèle mental? Quelles sont les informations que je peux retenir et comment je vais aller agir sur ces éléments-là? Si on se pose ces 2 questions-là, on est en train de se mettre en position de faire tourner les cerveaux de manière vertueuse pour apprendre. Voilà, on est loin d'avoir fait toute l'histoire, mais au moins vous avez ici 2 éléments clés. C'est d'une part, penser à l'autre, challenger vos modèles mentaux en se demandant comment font les autres, qu'est-ce que pense l'autre, qu'est-ce qui se passe dans les autres entreprises. Et le deuxième élément, c'est de reposer sur des boucles d'apprentissage, et ces boucles d'apprentissage ont besoin au moins de 2 éléments: comment on perçoit l'environnement et comment on peut agir dessus. Corinne me demande si c'est aussi apprendre à métacommuniquer. Corinne. Ah bah oui, absolument, parce que la communication repose précisément sur des éléments: à qui je m'adresse. Donc on est déjà en plus en train d'actionner le premier levier de je pense à l'autre, puisque je m'adresse à quelqu'un. Ce quelqu'un, je dois le percevoir. Si je veux bien communiquer avec cette personne, je dois entendre ce qu'elle va m'en renvoyer comme information. Donc je dois percevoir ces informations, même si c'est purement visuel, même si cette personne ne me renvoie pas forcément du verbal. Il y a aussi la communication motrice et visuelle, ne serait-ce que par les mimiques du visage. Donc je prends en compte mon environnement, je suis en train de percevoir l'environnement et j'ajuste mon langage, mon action, par l'intermédiaire des mots que je choisis en fonction de ce que je perçois. Donc la communication est typiquement un exercice extrêmement vertueux pour penser à l'autre, communiquer avec l'autre en ajustant constamment les actions que j'entreprends par le langage que j'utilise, que j'ajuste en fonction de ce que je perçois. Voilà. J'avais une question sur les modèles mentaux. Il y a des modèles mentaux conscients et inconscients. Ceux qui sont engrammés en nous, dont on n'a pas conscience en fait encore, pas tout de suite, qui sont plus difficiles à déloger en fait. Et même se faire violence à essayer de déloger. Être violent avec soi-même, on essaie de les déloger. Donc la question porte sur les modèles mentaux conscients et inconscients. Est-ce que tu veux répondre ou... Tu veux répondre? Non. Non. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient quand même assez conscients, même si ils pouvaient intervenir par automatisme. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Mais voilà. Mais je te laisse parler. Mais ton élément de réponse est totalement pertinent et je suis pas sûre que je peux développer si tu veux sur cet élément. Par rapport à la slide de tout à l'heure sur le choc. Faut-il que l'entreprise vive un choc pour la transformer profondément? Donc, ce que j'ai compris, c'est que en fait, les modèles mentaux, c'est un besoin d'ordre. Et donc, ce qui pose un problème dans le changement de modèle mental, c'est le désordre.
Dieu merci, il y a le progressisme aussi, mais je crois que c'est ça en fait. Donc il y a la peur du désordre, et l'autre élément, c'est que finalement, justement, la peur n'est pas un bon moteur. Moi, je l'ai vécu dans une analyse que j'ai faite de la fresque du climat. La fresque du climat est extrêmement intéressante pour la prise de conscience, l'information, mais on ne peut pas imaginer, on ne peut pas mettre en mouvement un collectif juste après la fresque du climat. Le choc est trop grand, les émotions sont trop présentes et elles sont plutôt négatives. Moi j'ai vu des gens pleurer, voilà, des choses comme ça, quoi. Et donc c'est pas un bon moment pour passer à l'action. C'est lorsque les choses vont bien, qu'il y a un climat de confiance dans l'entreprise, que doit s'enclencher une actualisation des modèles mentaux pour rester d'actualité. Une petite question ? Ouais, rebondis. Il y a une fresque des solutions qu'on présente après, qui est la fresque des renaissances écologiques. Où là, on pense le monde de demain à travers nos modèles mentaux de futurs souhaitables. Nous sommes vivants, on a un groupe de travail effectivement en partenariat avec la fresque de la Renaissance. Je crois que c'est ça que tu... Effectivement, là ça fonctionne, comme tu disais tout à l'heure, par la vision. Donc on se projette dans le monde de demain, et effectivement cette projection dans le monde du futur, elle nous décadre de nos modèles mentaux actuels pour nous projeter dans un monde qui en plus est désirable. On va pouvoir passer à la suite. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, donc on va avancer. Il nous reste seulement 25 minutes. Donc vous avez les sources ici. Si jamais vous voulez qu'on vous communique les slides, il suffira de nous envoyer un message. Faut que je me baisse maintenant, comme on a fait un petit zoom. Et alors, avant d'avancer encore plus, je vais vous proposer de faire un petit temps d'introspection. Alors j'ai vu qu'en présentiel vous étiez beaucoup à noter, c'est très bien. On a eu beaucoup d'informations là, beaucoup de choses qui ont été dites, et je vais vous proposer de prendre 1 minute 30 pour juste faire la somme de tout ce qui a été dit, pouvoir écrire, pour pouvoir bien s'imprégner de ce qui est important pour moi en fait, et de bien écrire vos pépites s'il y en a que vous n'avez pas encore notées. On va faire ça pendant 1 minute 30 et après on va pouvoir passer à la partie d'interaction. Un, deux, un, deux. 3. Ça marche, super. Alors pour la suite, merci d'avoir pris toutes ces notes et d'avoir tout noté. On avait prévu de vous faire travailler en plusieurs groupes en fonction de différents sujets qui vous intéresseraient plus, que ce soit plutôt parler des managers en tant que tel, plutôt parler de la dynamique collective ou plutôt parler de la question des métacompétences. Finalement, comme il nous reste plus beaucoup de temps, ce que je vais vous proposer, c'est de nous répartir de manière aléatoire. Karine, je dis ça aussi pour toi, pour que tu puisses t'adapter, en groupe de 4.
Et en répondant à la question qu'est-ce qui a résonné en moi pendant cette intervention, qu'est-ce qui était important et qu'est-ce que ça m'amène à faire. Donc voilà, les slides que vous voyez ne correspondent plus aux besoins actuels puisqu'on vient tout juste de changer la consigne. Parfait, une slide blanche. Donc 3 questions, vous pourrez commencer à faire un tour de table, à dire qu'est-ce qui a résonné en moi pendant cette intervention. Deuxième question, je l'ai oublié, qu'est-ce que ça m'amène à faire et qu'est-ce que j'embarque, en gros. Et donc Karine, pour l'adaptation, peut faire des groupes qui vont durer 15 minutes. Comme ça, on aura plus de temps et on prendra moins de temps à la fin. Et donc en présentiel, vous pouvez vous séparer en 2 groupes, et puis 2 groupes de 3 et répondre à ces questions ensemble.
Alors, les autres personnes sont en train de revenir dans la salle principale, donc je vais vous inviter à faire de même. Coaching. Est-ce que tu veux que je la mette Comment je peux le mettre là après? On peut passer à l'éjecter de son. Combien d'heures? Super, on a tout le monde qui revient petit à petit. Les personnes en présentiel sont plus rapides à se remettre en place que les personnes en distanciel. C'est à noter. Alors, pour la suite, ce que je vais vous demander, cette configuration est très bizarre, hein, mais on va faire avec. Pour la suite, ce que je vais vous proposer, c'est de faire donc consignes différentes évidemment entre les personnes qui sont dans le chat et les personnes qui sont en présentiel. On va pouvoir commencer avec vous en présentiel, de partager, allez, au moins une pépite par personne. Vous pouvez la partager en levant la voix pour qu'on vous entende bien. Oh, ça, on vous entend hein, même si vous restez sur place. Hein. Ce qui m'a intéressée, c'est la notion de transformation darwinienne, où finalement penser la transition écologique, ce ne serait pas juste faire des bilans carbone et des plans d'action, mais commencer par l'humain. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'on changeait plus facilement de modèle mental quand on était en... Fort aussi amène ce genre de choses. Alors il y a un problème de son. Réglé. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la notion d'apprenance et par rapport à ce qu'on a vu et ce qui me concerne plus directement c'est d'avoir des espaces d'avoir des espaces dans lesquels on puisse vivre dans des contextes apprenants. Voilà, c'est ça. Alors moi, ce que j'ai retenu, alors je vais reprendre le papier pour prendre les mots de Sandrine, c'est que mon modèle mental est influencé par ma vision de mes capacités à agir sur le monde. Et ça, c'est vrai que ça rejoint un article que je lisais hier sur LinkedIn, qui est que, en fait, c'est en embarquant les gens dans l'action qu'en fait ils changent. Parce que ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans l'action que je vais baisser. Quand je suis dans l'action, je baisse un peu mes modèles mentaux et je regarde ce que font les autres. Et donc, après, ça réintègre mon modèle mental, et je le vois dans une association, etc. Dans l'action, finalement, les gens... Est-ce que quand je suis, comme nous, on est ici, je suis plus à défendre ou à comparer les modèles mentaux, etc. Donc, je trouve que c'est bien de... C'est une bonne ouverture. Et je crois qu'on ne va pas aller plus loin. On m'entend? Ouais. Non, mais approchez peut-être un peu. Non, mais on me fait signe quand on m'entend. Moi, ce que j'ai retenu, c'est justement la notion d'empathie, de faire évoluer son modèle. En fait, c'est s'intéresser à l'autre et se mettre à la place de l'autre. Voilà, ça m'a surprise et rassurée aussi à la fois, d'ailleurs. Mais voilà. Et moi, je suis novice j'ai découvert ce que c'était un modèle mental ce soir. Merci à vous. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je l'appelais différemment dans le monde de la société, de l'entreprise, avec plus les valeurs de l'entreprise ou la culture d'entreprise. Je trouve que ça se relie beaucoup au modèle mental de la collectivité de tous les employés, et j'ai donc mieux compris comment est-ce que ça fonctionnait et comment est-ce qu'on pouvait challenger ce fameux modèle mental collectif. Donc merci.
Hop là. Et est-ce que tu peux me tenir ça, Jérémy? Comme ça, je vous lis, je lis à tout le monde les éléments qui ont été donnés dans le chat. Alors, il y a Jacques qui nous parle de l'exemple de la question de la petite fille, bouge le regard. Nouveau stade d'évolution darwinien, c'est l'intentionnalité qui oriente là où on regarde et la façon dont on regarde le monde. On ne remet pas en question un modèle mental quand il y a trop d'émotions. La peur n'est pas un bon moteur pour changer de modèle mental. La nécessité de l'ouverture à l'autre pour changer de modèle mental. Le modèle mental met de l'ordre et probablement sécurise. Le bouger, c'est inviter au désordre. Insécurisant pour certains. Aller voir les autres, partager largement les possibles me parle bien. Et envie de développer largement chez Mom. Yes! Et enfin, je peux lire l'importance d'observer ce qu'on perçoit, aussi en utilisant les 5 sens et de l'ouverture. Et se mettre dans une dynamique d'actualisation régulière de nos modèles mentaux. Merci à tous et à toutes pour vos partages. Il est 20h, ça va être le moment de se quitter. Alors, quelques mots avant de finir. C'était un événement organisé par le Cercle Transition Managériale au service et écologique. On a fait cette conférence atelier, mais on aimerait bien en faire d'autres. Donc, si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez voir intervenir, on est largement preneurs. Autre élément important, je veux dire un merci. Alors il y a quelqu'un que vous ne voyez pas beaucoup parce qu'il est derrière et c'est lui qui fait tous les changements de son. C'est Gilles. Vous pouvez faire des comme ça. Je lui transmettrai ces mouvements. Voilà, tu as beaucoup de comme ça. On avait aussi Karine qui était présente pour pouvoir faire l'animation en ligne. Je voulais aussi remercier nos 2 intervenants, Jérémy et Sandrine. Alors on a fait ça en très peu de temps, c'était assez speed pour faire toutes les slides et tout finir, donc merci énormément à vous. Merci. Vous avez beaucoup de... Et un grand merci. Merci beaucoup pour aussi vos retours, toutes vos pépites. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir ça en retour. Merveilleux, merci beaucoup. Coucou Brigitte. Et vous allez recevoir, que vous soyez en ligne ou en présentiel, un questionnaire de feedback. On vous invite à le remplir dès que vous l'avez. Ça nous permettra de nous améliorer pour les fois d'après. Et un lien vers le replay également. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai oublié quelque chose? On fait des signes oui? Et bien dans ce cas-là, je vais vous dire au revoir et bon appétit pour celles et ceux qui vont manger. Merci Julien. Super animation.